Explosé, écorché, envoyé dans le soleil, découpé par un sabre, tué, puis ressuscité juste pour mourir encore. Voici quelques fins tragiques de vos méchants Cartoon Network préférés. Aujourd'hui, nous allons classer le destin des méchants de Cartoon Network, de ceux qui s'en sont bien sortis à ceux qui ont connu une fin atroce, jusqu'à ceux qui ont subi pire que la mort. Alors commençons par les méchants qui s'en sont vraiment bien sortis. Qui mieux que Mademoiselle Endive, la méchante d'une des séries les plus décontractées de Cartoon Network, pour commencer. Chowder est une série avec peu d'enjeux, mais il y a quand même des conflits. Quoi? Zendive, rivale professionnelle et possible ex-amante de Mangdal, se distingue par son envie, sa cruauté et une soif incommensurable. Il y a une odeur de... Fin de l'allée. Sérieusement, en plus d'exploiter Panini, une enfant instable, comme pion dans ses plans et de harceler sans cesse Mung, elle objectifie Schnitzel constamment tout au long de la série, d'une manière qui fait paraître son apprenti absolument inoffensif en comparaison. Comment la série la punit-elle pour ça? Eh bien, elle l'épouse. Oui, je ne plaisante pas. L'antagoniste principal a eu un mariage heureux et supposé consensuel avec la personne qui la harcelait. Ils ont tous les deux l'air vraiment heureux, donc c'est bien, je suppose. Mais c'est un peu fou qu'un dessin animé pour enfants ait vu un personnage qui a traqué, effrayé et carrément menacé d'en cannibaliser un autre par amour tordu et ait décidé « ils formeraient un joli couple ». Oui, sergent, je suis presque certaine d'en reconnaître quelques-uns. Mais ensuite, nous avons la reine de l'esquive des responsabilités, Diamant Rose, que vous connaîtrez peut-être plus tard sous le nom de Quartz Rose. Oui, la mère disparue de Steven était en réalité une criminelle de guerre tristement célèbre ayant eu une seconde chance. Peut-être que tristement célèbre n'est pas le mot juste. Oui, Diamant Rose a causé la mort de beaucoup de gens par son imprudence, mais elle a toujours eu de bonnes intentions en déclenchant la guerre des gemmes pour protéger sa maison. La raison pour laquelle nous devons la classer ici, cependant, c'est simplement parce qu'elle ne finit pas vraiment par faire face aux conséquences de ses actes, préférant simuler sa mort avec l'aide de Pearl pour recommencer une nouvelle vie en tant que Quartz Rose. Par ici! Vivant finalement à travers Steven. Elle a eu une seconde chance de bâtir une vie paisible pour sa famille, sans savoir que les histoires des diamants affecteraient Steven des milliers d'années plus tard. Avec sa longue vie, elle a sûrement dû affronter beaucoup de culpabilité qui a pesé sur elle. Et même si on pourrait dire que c'est une forme de justice cosmique littérale, elle a quand même clairement échappé au pire. Ce sont les personnages dont le destin semble facile à accepter. Passons maintenant aux punitions non létales, pour les méchants dont le destin était supportable, mais qui a quand même changé leur vie de façon négative. D'accord, je sais que ce prochain gars ne correspond pas vraiment à la plupart des personnages de la vidéo, mais on doit quand même faire un clin d'œil à Grimm. Bien qu'il soit une incarnation plus sympathique de la faucheuse, Grimm reste tout de même l'incarnation même de la mort, qui se trouve simplement être au service de quelques enfants instables pour le moment. Je suis la faucheuse, maître des questions de la vie et de la mort. Plus maintenant. Oui, c'est bien pour cela qu'on insiste à lui donner une place. Le concept de l'émission, c'est qu'il perd au limbo et doit devenir le meilleur ami et domestique de deux enfants. Pour ne rien arranger, ce ne sont pas des enfants ordinaires. Billy est gentil et amical, mais aussi plus lent qu'un escargot sous Benadryl. Ce film fait trop peur. Oh, s'il te plaît, j'ai vu des trucs plus effrayants dans tes toilettes. Ouais. Mandy, c'est Mandy. Pour qui connaît l'émission, cette phrase suffit en elle-même. La punition est sa propre récompense. Passer du statut de personnification surnaturelle de la mort elle-même à celui de simple babysitter glorifié doit être une pilule très difficile à avaler. Et Grimm le fait bien savoir. Il n'est pas content d'être pris en otage par des enfants, au point qu'il fantasme même plusieurs fois sur l'idée de les tuer dans les premières saisons. Merci d'avoir découpé la tarte, Grimm. Nous ne pouvons pas le classer plus haut, car même si Grimm n'est pas heureux de son sort, il finit par s'y habituer. En fait, il a carrément eu une chance d'y échapper dans l'épisode « Le démon, c'est comme l'ami sans le A » quand Nurgle a kidnappé Billy et Mandy pour qu'ils soient ses amis à la place. Grimm a d'abord accepté la situation, mais après avoir vu les dessins de Billy le montrant avec lui, il a choisi de ne pas les sauver de Nurgle et de poursuivre ses fonctions.
Sa vie a changé, mais il préfère être avec eux, ce qui fait de cette situation l'une des punitions les plus légères de notre liste. Seule sur Cartoon Network, une ado peut être moins aimable que la mort elle-même, et Heather était ce genre de personne. Pour être honnête, elle a sans doute eu la fin la moins horrible parmi les méchants de Total Drama, mais bon, ça reste Total Drama, donc ce n'est pas vraiment un exploit. Elle a dû subir l'humiliation d'être rasée à la télévision nationale, assez maladroitement, et de devenir tristement célèbre comme la fille méchante de Total Drama. On pourrait dire que ce n'est pas grand-chose puisqu'elle n'a même pas subi de blessures graves comme la plupart des autres candidats, mais réfléchis-y, Heather a vraiment souffert cette saison. Tous les campeurs ont souffert, mais pour gagner tous ces défis, Heather a dû travailler plus dur que presque tous, se mettant aussi à dos le reste du casting. Tu n'es rien sans moi. Je ne dis pas qu'elle n'a pas mérité sa punition, mais ça a quand même dû être super dur de traverser tout ça et de perdre à cause d'un détail technique. Alors, je récupère mon argent ou non? Il n'a peut-être eu qu'une seule apparition majeure, mais on doit aussi mentionner Monsieur Ross, ce type, franchement. Je sais que le match de volley comptait beaucoup pour toi, mec. Mais être tellement en colère d'avoir gâché ce match au point de littéralement défier les lois du temps et de l'espace pour te venger et arranger les choses... C'est un projet sur lequel je travaille. Cool. Je ne soupçonnais pas un tel niveau de mesquinerie, et je dois dire que je suis impressionné. Retourne gagner le championnat d'État de volleyball, évidemment. Son destin aurait facilement pu être assez horrible, mais grâce au Rigby du passé qui s'est enfin excusé pour ses méfaits, Ross a pleuré de joie et a même offert son amitié au gars. Malheureusement, il devra attendre avant de poursuivre cette amitié, car il va en prison pour contrebande de plutonium et destruction de biens. Au moins, il n'est pas un meurtrier fou voyageant dans le temps, c'est déjà ça. J'espère qu'il pourra manger ses burgers avec les gars plus tard. Des burgers et beaucoup de thérapie. Voici le principal antagoniste de Camp Lazlo, le chef Lumpus. Lumpus paraissait simple et direct durant la plupart de la série. En termes simples, c'était un sale type qui aimait rendre la vie des enfants misérable, du moins pendant environ 2 mois au camp d'été. Mais dans le dernier épisode de la série, les choses sont devenues beaucoup plus compliquées. Hyperwolf de La vie moderne de Rocco est venu avec la police pour affronter Lumpus. C'était sûrement une blague sur le fait qu'il partage le même doubleur que Lumpus. Mais dans la série, on découvre que Lumpus était un imposteur et avait enfermé le vrai Lumpus dans le placard tout l'été pour lui prendre son poste. Et waouh, cette série est finie depuis des années, mais j'ai encore du mal à croire que c'est réellement arrivé, et non une parodie de Robot Chicken ou autre. Lumpus a donc été interné dans un asile psychiatrique, probablement l'endroit le plus sûr pour lui. Bien sûr, il n'aura pas vraiment beaucoup d'autonomie à l'avenir, mais au moins il n'aura plus à craindre la prochaine inspection du commandant Uha. Passons à Rob. Rob était le méchant désigné d'Elmore, ce qui est ironique puisqu'il n'est probablement même pas dans le top 5 des pires personnes là-bas. Il l'a démontré dans le dernier épisode où il s'est déguisé en surintendant maléfique pour rendre tous les élèves du lycée d'Elmore plus normaux afin d'éviter quelque chose. Je ne sais pas, c'était lié au monde s'effondrant en pixels et aspiré dans un vide blanc où même Robbie a disparu. Puisque nous n'avons aucune idée de ce que cette transformation était censée éviter de toute façon, nous ne pouvons pas vraiment le placer plus haut ou plus bas de façon définitive. Nous savons seulement qu'il avait une raison de s'inquiéter et qu'il risque de finir gravement blessé. Voici un personnage de la liste du jour sans destin précis, mais nous devions citer l'un des super-vilains les plus emblématiques de Cartoon Network, Mojo Jojo. Tout au long de la série, ce singe super intelligent passe tout son temps à comploter sa revanche contre ses adversaires, qui se trouvent être 3 filles de maternelle. Tu plaisantes? Des céréales du jour de la cuisine pour Mojo Jojo? Bien sûr, en tant que méchant récurrent typique de dessin animé, Mojo Jojo n'a pas vraiment de fin définie à son arc narratif, mais il a étonnamment un passé. À l'origine, il était l'animal de compagnie turbulent du professeur, et il est devenu jaloux lorsque son maître passait plus de temps avec les filles qu'avec lui. Donc, en essayant de les saboter, il a fini ironiquement par les créer, ce qui ne doit pas être facile à accepter. Ajoutez à cela le fait qu'il se fait tabasser par des enfants dans pratiquement toutes ses apparitions, et vous obtenez un niveau d'humiliation qui mérite largement d'être mentionné dans cette liste. Parlons du principal méchant de la 2e génération de Total Drama, Scott. Comme Heather, Scott est un méchant dont la cruauté l'a mené à sa perte.
La différence, c'est que Heather a subi une humiliation publique classique, tandis que Scott a été poursuivi et brutalement malmené toute la saison par un véritable requin à deux pattes. Pourquoi? D'habitude, quand un personnage de dessin animé se blesse aussi gravement, il finit avec un plâtre intégral ou en fauteuil roulant, puis tout redevient normal à la fin de l'épisode. Mais quand ce personnage de dessin animé est un adolescent humain placé dans un poumon d'acier avec seulement la tête qui dépasse, je veux dire, mon Dieu, c'est perturbant. Pire encore, on ignore s'il s'est rétabli avant la saison suivante. S'il n'est pas mieux classé, c'est parce qu'il s'est rétabli plus vite qu'Alejandro, qui, je rappelle, a été brûlé par de la lave. En dehors des capacités régénératrices des dessins animés, c'est l'une des blessures les plus exagérées d'une série déjà remplie d'excès. Aussi, si vous y croyez, sa dernière apparition remonte à la finale de All Stars où l'on aurait cru qu'il s'était envolé vers le soleil sans la confirmation de sa survie par les créateurs. Juste une réflexion sous la douche. Maintenant, place à la vraie brutalité. Voici les personnages qui ne sont plus en vie ni actifs, car ils ont subi des destins fatals. Et pour commencer, parlons des ennemis de Courage, en particulier dans l'un des derniers épisodes de la série, la boule de la revanche. Dans cet épisode, Eustace estime qu'après tout ce qu'il a subi, voir Muriel tricoter une couverture pour son chien est la goutte d'eau de trop. Il fait appel à 6 anciens ennemis de Courage pour tenter de s'en débarrasser définitivement. Franchement, mon Dieu. Le pire dans tout ça, c'est que même si Eustace est le cerveau du complot, il reçoit la punition la moins brutale. Sale chien! Courage crie si fort pour s'échapper que le sol s'effondre sous ses adversaires. Vu la façon dont Eustace meurt dans la série, une telle chute aurait sûrement éliminé ces types. De toute façon, on ne les revoit plus après, donc peu importe, c'est fini pour eux. En parlant de Courage, on a évité d'utiliser des personnages subissant seulement les bêtises classiques des dessins animés, sauf une fois pour Eustace. Kenny McCormick est célèbre pour cela, mais Eustace a aussi fait de la mort répétée un running gag pour tous les enfants. Sérieusement, Eustace a toujours souffert. Qu'il se fasse écraser, renverser, désintégrer, paralyser, manger par un écureuil qui n'avait même rien à voir avec le reste de l'épisode, vous l'imaginez, Eustace l'a probablement déjà subi. Ouais. Rien que pour la variété et la quantité de ses morts, on le placerait en haut de notre liste, mais le truc avec Eustace, c'est que lui, comme sa propre famille, semble généralement assez indifférent à sa disparition. C'est presque comme s'il savait carrément qu'il allait revenir le lendemain. Qu'est-ce que j'ai fait? Ou peut-être, vu à quel point il est méchant tout le temps, ils n'ont pas vraiment de raison d'avoir pitié de lui. La seule chose plus laide que ça. C'est ça. Quoi qu'il en soit, ça rend difficile de voir sa mort comme un vrai problème, aussi tordu que ça puisse paraître. Mais parlons d'Anti-Pops. On était tellement occupés à pleurer la mort de Pops qu'on a oublié que le grand méchant de la dernière saison a connu la même fin. Il a été emmené vers le soleil dans les bras de son frère pour s'assurer qu'il ne ferait plus jamais de mal à personne. Et même si c'était une fin nécessaire, cet acte d'amour dur et de sacrifice a suffi à donner à Anti-Pops un sentiment de tristesse et de remords dans ses derniers instants. Il semblait en paix, acceptant une dernière étreinte de son frère perdu depuis longtemps et une mort instantanée. C'est fou quand se faire jeter dans le soleil est l'une des morts les plus supportables de la liste. Mauvaise série, vraiment une mauvaise série. Maintenant, nous devons parler du terrifiant Leash. Pendant les premières saisons de Adventure Time, ce type semblait être le grand méchant, et c'était bien mérité. Regardez-le. Il est passé d'un coup de pied au visage par Billy dans une chanson loufoque à porter la peau morte de cet homme en déguisement. C'est une sacrée évolution à notre avis. Son destin final l'a été aussi. Dans l'épisode Évasion de la Citadelle, le Leash se fait éclabousser par du sang guérisseur d'un gardien qui lui rend sa chair et ses muscles, le transformant en un bébé gigantesque. Je veux dire, à en juger par ses cris pendant le processus, ce n'était probablement pas la chose la plus agréable physiquement. Mais bon, maintenant, tous ses besoins sont pris en charge par Monsieur Cochon et Tron, non? Il a certes ce côté prisonnier de son esprit, le Leash réapparaît parfois, mais au final, ce sort n'a pas l'air si terrible. Je l'aime beaucoup. Maintenant, si on parlait de Fiona et Cake ici, eh bien laissons ça pour une autre fois peut-être. La défaite d'Aku, l'un des méchants les plus attendus, valait vraiment l'attente.
Ce type tourmentait Jack dans toutes les timelines, alors quand il l'a eu à sa merci, Jack n'a pas hésité à le tuer et à corriger certaines choses. Il n'y a rien de tel que de voir un méchant qui a été une menace gigantesque tout au long de la série réduit à une version miniature et écrasable de lui-même, puis se faire carrément trancher le crâne comme une pure forme de catharsis. Il en a fini. Aku a eu ce qu'il méritait, dommage caché et souffert. Vilgax mérite vraiment le titre de super vilain. Considéré même par Ben comme l'un des adversaires les plus dangereux qu'il ait affronté de loin, Vilgax est l'un de ces méchants qui reviennent sans cesse. Peu importe si tu fais exploser ce type, si tu l'envoies dans l'espace où il est transformé en roche pétrifiée qui saigne lentement, il est quand même encore en vie après ça, même si c'est dans un futur lointain. Tu tentes ça depuis des années, Vilgax, et tu échoues à chaque fois. Éviter la mort quand tu es un méchant aussi redoutable que Vilgax, c'est vraiment impressionnant, surtout en le faisant autant de fois. Je suis allé trop loin pour qu'on me refuse ce que je veux. Mais la quantité de douleur physique qu'il a incontestablement endurée n'est pas discutable, donc il a vraiment eu un parcours difficile. Mais parlons de l'ennemi juré des Teen Titans, Slade. On pourrait croire qu'être brûlé par de la lave éliminerait quelqu'un, mais pas sur Cartoon Network. Ce n'est pas juste un truc de la finale de Total Drama World Tour. Dans la finale de la saison 2 de Teen Titans, Slade semble vaincu après la trahison de sa protégée Terra qui le pousse dans un vaste puits de lave. Cette lave l'a brûlé au point qu'il a perdu toute sa peau et son sang, ce qui aurait non seulement été extrêmement douloureux, mais aurait aussi entraîné une mort quasiment instantanée. Quelqu'un veillait sur moi ce jour-là. Autrement dit, si Trigun ne l'avait pas gardé en vie juste assez pour exploiter sa cruauté et en faire un garçon de course surpuissant, en échange de sa peau et de son sang... Hey Jeff, bonne nouvelle. Tu vas récupérer ta peau. Malheureusement, Trigun, étant un démon interdimensionnel, craignait pour son pouvoir et son absence de pitié n'a pas vraiment fait de lui quelqu'un de très fidèle à sa parole. En plus d'avoir trouvé une faille pour éviter de rendre à Slade son apparence d'origine, il l'a privé de ses nouveaux pouvoirs et l'a apparemment déchiré, le faisant ainsi subir sa seconde mort. Bien sûr, Slade méritait absolument cela, mais il y a quelque chose d'assez pitoyable dans le fait que tous ceux avec qui il travaille finissent par le trahir. Presque. Quoi qu'on en pense, il a été tué 2 fois brutalement par une personne de confiance, ce qui est une fin terrible. Mais nous pouvons penser à 3 autres méchants de Cartoon Network qui ont eu un sort encore pire à la fin. Voici des destins pires que la mort. La médaille de bronze de la brutalité revient à l'antagoniste principal de Adventure Time, Gold. C'est sans doute le méchant le plus puissant de notre liste, incarnant la corruption et le chaos pur. Dans le dernier épisode, Simon, Betty et Finn, piégés en lui, tentent ensemble de le faire disparaître pour qu'il ne nuise plus. Un vœu irréalisable pousse Betty à souhaiter autre chose, avoir le pouvoir de protéger Simon. Je veux pouvoir protéger Simon. Il fusionne alors avec Gold et quitte OO, évitant que Gold ne fasse encore du mal à quelqu'un comme Simon. Gold méritait-il vraiment cela? Absolument. Imaginez être prisonnier de votre esprit, immortel et sans contrôle sur votre corps. Cela compte facilement comme un sort pire que la mort elle-même, pour un être dont tout le but est de semer le chaos et la destruction à travers l'univers. Mais au moins, Gulp n'est probablement pas en train de souffrir physiquement, n'est-ce pas? Ici, on coupe les cheveux en 4, mais c'est sûrement un gros avantage à ce stade. La médaille d'argent de la brutalité doit revenir à Mandark de Dexter, le garçon génie. Bien que la série ait moins de continuité que beaucoup d'autres, il y a un épisode spécial qui nous donne en fait un aperçu du futur. Le téléfilm Ego Trip, où Mandark met la main sur l'une des inventions les plus révolutionnaires de Dexter, le Neurosonic Protocore. Avec cet appareil, il devient plus corrompu et plonge le monde dans un chaos sans intelligence. Là, on a laissé notre cœur dans mon bureau. Où lui seul a accès à la science et au savoir. Au final, il ne resterait plus que ce cerveau maléfique de Mandark. Enfin, ça et un porte-manteau. Sérieusement, après sa défaite face à l'équipe emblématique composée de Dexter et Billy, le plus grand rival de Mandark explose littéralement de rage, ne laissant derrière lui que son propre cerveau, que, apparemment, Dexter a décidé de garder en vie et d'exposer au monde entier comme punition pour ses crimes. Mandark méritait absolument cela, c'est sûr, mais on ne peut quand même pas nier la brutalité de la chose. Imaginez avoir la conscience de vouloir vous venger de votre pire ennemi, mais être totalement incapable d'agir. Sans compter être obligé de rester toute sa vie dans son laboratoire.
Le seul point positif, c'est que grâce à Didi, qui a appuyé sans le savoir sur ce bouton vert, la société a prospéré sans le régime de Mandark. Il se peut qu'il ait eu un destin moins brutal cette fois, mais il est temps d'évoquer la médaille d'or de la brutalité. Boogeyman de Billy et Mandy. C'est l'une de ces séries comme Invader Zim, où des choses tordues arrivent si souvent et à un rythme tellement rapide qu'à la longue, tu finis par ne plus te poser de questions. Je ne vois pas de quoi tu parles, mais je vais très bien. Mais comme principal antagoniste de Billy et Mandy, la grande aventure Boogie. La défaite de Boogie s'est démarquée même selon les standards de cette série. En tant que brute et rival de Grimm, Boogie est un apprenti maître de la peur elle-même. Apprenti, c'est-à-dire parce qu'il n'est en fait pas du tout effrayant. Mais ne t'inquiète pas, Boogie. Tout ce que tu as à faire, c'est de trouver la main gauche de l'horreur. Un ressort scénaristique, enfin, une relique ancienne qui te donnera le pouvoir de transformer les pires peurs de n'importe qui en réalité, à condition que tu puisses affronter les tiennes. Ironiquement, mais à juste titre je dois dire, le fait que Boogie obtienne la main ne le rend pas effrayant, mais plutôt, sans même avoir activé la main, il finit par réaliser qu'il n'est pas du tout effrayant, ce qui donne lieu à l'un des moments de slapstick les plus exagérés que nous ayons jamais vus dans un dessin animé. Et ça dure pendant 1 minute entière. Boogie tombe d'une falaise, se fait déchiqueter par des chauves-souris, empalé sur des stalagmites, puis percuté par un monorail. Ce gars endure des douleurs extrêmes qui auraient tué tout autre que quelqu'un d'immortel et a reçu tant de coups à la tête qu'il est devenu effrayé partout, ce qui a provoqué encore plus de violence burlesque. Il est trop peureux et nerveux pour échapper aux tourments émotionnels, mentaux et physiques, et il est assez immortel pour ne jamais trouver de répit. Il était peut-être mauvais, mais je rejoins Erwin cette fois, pauvre croque-mitaine.